cet album, c'est quand même le fruit de 3 ans de travail. On a commencé à comprendre ce que c'était le rock'n'roll en fait. Il a fallu trouver un son Bullet. C'est cette notion de partage, moi, que je trouve incroyable dans la musique. Lorsqu'on enregistre un disque alors qu'on vient de la scène, ce qui était le cas des BLP, pour l'ingénieur du son, il y a toujours une petite crainte, a priori. Moi, ma plus grande inquiétude, c'était comment ils vont jouer. Et bien sûr, comme un groupe n'est jamais aussi bon que son batteur, la plus grande question, c'était comment le batteur va jouer. Là, ta-la-tout-ta-ta, ta-ta-ta, de suite. Ok. Ouais, ok. Ah merde, pardon. Ok, le passage sur la ride est compliqué. Allez, ça repart. Et dès la première séance, alors il y a eu une demi-heure d'errance parce que le batteur est gaucher, il a fallu 30 minutes pour retourner la batterie et la mettre en gaucher. Déjà ça partait vraiment pas bien. Mais quand on l'entend jouer, le gars, alors bien sûr, il joue très bien, il est régulier, il a un sens du timing impeccable, mais surtout, et ce qui est très très important pour l'enregistrement studio, il joue pas fort et il est extrêmement régulier dans ses frappes. Pour un ingénieur du son, quand on sonorise une batterie pour l'enregistrer, c'est du velours. Donc rien. Bon, de toute façon, ça va être très basique la batterie. Hein. Donc rien que ça, déjà, être rassuré sur le batteur, tu sais que tu vas pas mettre 4 jours à enregistrer un titre. Alors, toi, je te parle pas d'équipe. Les gars, vous avez un batteur d'enfer. Il est exceptionnel. Les séances d'enregistrement avec les BLP, c'était toujours des challenges parce qu'on avait un timing extrêmement resserré. C'est-à-dire que pour enregistrer un morceau, souvent c'était une session. Et une session, c'est 14h, 21h. Donc en 7 heures, il faut enregistrer une batterie, une basse, une ou plusieurs guitares, une ou plusieurs voix, voire des ornements de synthé, sample ou autre. C'était vraiment un challenge et ils y sont parvenus à chaque fois. On s'est tous rencontrés en école d'ingénieur à l'Institut d'optique de Palaiseau, sur le plateau de Saclay. Donc à la semaine de rentrée, en fait, je me rends compte qu'il y a un gars qui s'appelle Aimé, et en fait, qui fait de la batterie, il me dit « Ouais, moi je suis batteur. La différence entre lui et moi, en fait, c'est que lui étant batteur, c'est un Pokémon rare, et moi, en tant que guitariste, je suis un Pokémon hyper commun, c'est le Rattata niveau 2 que tu trouves sur les premières routes. Du coup, je savais qu'il fallait pas que je lâche le batteur en question, et pour ça, il faut tout de suite faire des répètes, donc on a fait une répète à 2 tranquille, et puis après, on se dit, bon, maintenant il nous faut un bassiste. Le problème, c'est que les bassistes, c'est aussi un Pokémon rare, du coup, on a fini par trouver un guitariste qui voulait bien faire de la basse, donc qui était Nestor. Donc les BLP pour moi ça a commencé par 2 abrutis qui sont venus me voir et qui me demandaient si je faisais de la basse. Du coup c'était un petit peu une agression en tant que guitariste qu'on me demande si je faisais de la basse. Donc j'ai répondu que non, ils ont insisté et puis du coup vu que la basse c'est un peu un instrument de merde, j'ai dit oui. J'avais fait un peu de basse quand j'étais à l'école nationale de musique, quand j'étudiais la guitare et donc ça m'a pas mal servi pour commencer la pratique de la basse et c'est comme ça un peu que j'ai commencé à m'entraîner. On voit que ça tourne bien et tout, mais on se rend compte quand même qu'il n'y en a aucun de nous qui chante bien. Donc il a fallu trouver un chanteur ou une chanteuse et donc on a demandé à tout l'amphi, je me souviens. Et soit les gens nous disaient non, j'ai pas envie ou ça m'intéresse pas, soit ah non mais moi je sais pas chanter ou je me sens pas à l'aise, voilà. Du coup, tout le monde nous a dit non, sauf un certain Jérémy qui nous a pas dit oui, mais il nous a dit oh je sais pas parce que j'avais fait de la chorale avant, mais ça fait longtemps et tout. La première répète avec le groupe, je me souviens, on fait une impro. Donc bon moi à l'époque j'étais un peu timide, pas trop à l'aise et tout.
pas musicien du tout. Et du coup, je lui dis, bah écoute, viens à une répète, on fait un test, on voit ce qui se passe, et tu nous dis oui ou non. Si ça te plaît, bah tu viens chanter avec nous, et si ça te plaît pas, y a pas de problème, on trouvera quelqu'un d'autre, voilà, y a pas de souci. Et la première fois en fait qu'on a joué ensemble, bah il y a eu un petit moment de flottement, on s'est dit, moi je me suis dit est-ce que je suis à ma place, tout ça, est-ce que ça va marcher? Et là on a fait quelques reprises et après on a dit bah vas-y, on va aller jouer sur scène, tu vois. Quand on monte sur scène, la première fois, la première émotion qu'on ressent, c'est vraiment de la peur, c'est du stress. C'est bon, on a répété, on a pas mal répété. Maintenant, les gens, ils nous écoutent, il va falloir être à la hauteur. On va se réveiller un peu, ok? Et puis donc ça a été le cas, ça se ressentait sur nos premières scènes. Typiquement les Optibars de Supoptique, c'est là où on a commencé. Ça devait être en octobre 2018. Je suis bord de trouille. Je monte sur scène et je vois le public, ils étaient pas nombreux, hein, c'était dans le foyer de notre école. J'ai la main qui tremble et tout, je chante mal, tu vois. Living easy, living free, season ticket on a one-way ride. Et à la fin, on voit que le public nous acclame. Ils disent ah tiens, finalement c'était pas si pourri ce qu'on a fait, tu vois. C'était juste une reprise, mais c'était pas mal. Ils ont bien aimé. Et là je me suis dit bon bah finalement il se pourrait que je sois à ma place. Et après ça bah voilà, on a continué, on a fait nos reprises, etc. jusqu'au premier morceau. C'est énorme! Lorsque on venait d'enregistrer la version anglaise de Vol ce monde, c'était la première session. J'ai réalisé un mixage rapide de tout ce qu'on avait enregistré et je leur ai dit si vous le souhaitez, on peut écouter le morceau en entier, quasiment terminé. Ils se sont mis tous les quatre en face des deux grosses enceintes, ils se sont pris comme ça sous les épaules, comme une équipe de rugby qui allait rentrer en mêlée. J'ai envoyé le son un peu fort, je me suis reculé de 10 mètres et je les ai regardés faire les cons pendant 3 minutes, c'était juste génial. Les enregistrements, moi j'ai toujours kiffé l'endroit du studio, c'est un espèce de cocon un peu légendaire où il se passe des trucs mystiques dans une cave avec des mecs et machins qui bricolent des bizarreries. Et donc j'adorais ces moments où quelqu'un a une idée et puis bam, ça déclenche un truc de ouf qui change totalement la face du morceau. Et je trouvais ça trop cool ces moments quoi. Quand on était en école d'ingé, on était en résidence étudiante. Donc en fait c'était facile pour nous d'aller chez les uns chez les autres et ça nous permettait de faire de la musique. Typiquement tu prends une guitare acoustique, tu vas chez l'un et bon tu prends des pots de yaourt pour taper, ça fait des percussions. Coucou, je suis dans la voiture, on a enregistré le prochain morceau. Bisous. Bien, alors l'ambiance générale sur l'enregistrement de l'album, elle a été particulièrement enthousiaste. Ce que j'ai particulièrement apprécié en rencontrant les Blue Little Penny, c'est leur formidable naïveté devant le studio. C'était un groupe de scène à la base, et ils découvraient l'enregistrement studio avec ses spécificités. Wow, oh la vache!
Les enregistrements chez Robert, pour moi, ça a été des super opportunités parce que, en fait, on avait accès à un matos de ouf, un technicien Robert qui était déjà passionné, intéressé par ce qu'on faisait et puis super compétent. Et du coup, à chaque fois que j'y allais, c'était vraiment du pur plaisir avec quand même une notion un peu de sérieux où fallait pas le décevoir parce que au début, en tout cas, il avait une figure un peu paternelle et tout où on n'avait pas envie de le décevoir. Mais en même temps, vraiment, ce qui m'a touché, c'est leur formidable enthousiasme. Il y avait bien sûr une excitation de découverte. On connaît pas, tout est nouveau. On aurait dit parfois des enfants devant un sapin de Noël. Mais il y avait aussi une vraie volonté de se plier aux règles des enregistrements qui sont particulièrement strictes et un peu différentes de la scène. L'ambiance, elle a été fantastique. Ce sont d'excellents camarades. Au-delà de l'enregistrement du disque et de mon intervention en tant qu'ingénieur du son, ce sont devenus des amis, tous les 4. Et c'est un honneur pour moi, c'est mon privilège. Et chaque session d'enregistrement, il y en a eu une quinzaine, a toujours été un moment particulièrement agréable, pour moi et j'espère pour eux. Donc Blue Little Penny, ça fait un moment que j'entends parler de vous sur le plateau. Donc vous existez depuis 2017, c'est ça ? Exactement, un peu avant le Covid. Du coup, comment vous avez vécu le Covid pour un groupe qui existait avant ? Si vous voulez, nous on existait effectivement avant le Covid. On avait une tournée prévue dans la région de Wuhan juste avant et Macron nous dit là ça va pas être possible. Ça va pas être possible, il faut rentrer les gars, donc Ouais, vous auriez pu rajouter des influences un peu asiatiques, chinoises à votre musique, plutôt britannique pour l'instant. Non. C'est des influences que vous revendiquez ? Non, du sud de la France. Du sud ? C'est Vous tout. pensez faire une musique occitane ? Ah ouais. Occitane, niçoise, montpelliéraine. plus c'est au sud, mieux c'est vraiment. Les contraintes liées au Covid, elles ont quand même duré assez longtemps. Donc en fait, on a pu faire d'autres scènes un peu dans le même genre, filmées, retransmises ensuite sur internet. On en a fait une à l'ENS, Paris-Saclay donc. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour ce 3e e-concert à la Cafette. À l'affiche ce soir, Blue Little Penny. Revêtus de leur peignoir bleu, ils nous viennent tout droit de Sup Optique pour nous faire découvrir leur rock décontracté. What a strange situation. He was too thin of sorrow. He got his girl on the grass. Donc en 2021, on fait notre concert, c'était le festival universitaire Paris-Saclay. C'était au château de Fontainebleau. Là, on s'est retrouvés juste avant le concert, enfermés dehors, on s'est pris une pluie pas possible. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver ? Soit on va crever d'une angine, soit on va rester dehors, on pourra même pas donner notre concert. Donc là, on a eu un énorme moment de flip, quoi, parce que, bah voilà. J'accélère quand je passe au rouge, priorité à droite, dans les ronds-points. Faites le blague de l'espace où je vous prends au passage jusqu'à l'hôpital. Je passe qui de Valium et une seringue de morphine vient dans la trousse de soins. Dérapage au virage et je prends le frein à main dans les parties génitales. Par contre, on a donné un concert, c'était à l'Ensta, fin 2021. De nous tous, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, quoi. Moi, je sortis d'une angine trachéite, j'étais pas encore remis. Aimé, alors lui, le batteur, c'était la rhino carabinée. Ethan, il s'était cassé le poignet en tombant de vélo 2 jours avant. Et je crois que Nestor, Nestor, il allait bien. C'était un peu le seul qui tenait la baraque. Et pourtant, on a eu un public, mais tellement génial, que ce concert, c'était un de nos meilleurs. Il y a certains concerts où tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras jouer ce que tu veux, le public est chaud.
Donc c'est-à-dire que tu lances Vole ce monde, qui est quand même pas non plus la chanson qui bouge le plus dans l'album. Le public, voilà, est super chaud et va se mettre à pogoter au premier rang, donc c'est incroyable. On n'aurait pas pu faire mieux. Il y avait un contact, il y avait un feeling, tu faisais n'importe quoi, le public était chaud. Et quant à ça, je crois que c'est vraiment les meilleurs souvenirs que tu peux avoir. En tant que musicien, quand tu sens qu'il se passe quelque chose dans la salle, c'est là que tu joues le mieux. Parce que c'est là qu'il y a le groove. Et c'est là qu'il y a la musique qui se crée. La manière dont on enregistre les morceaux, c'est à peu près toujours la même. On a 4 musiciens qui sont à peu près chacun spécialisés dans leur instrument. Jérémy joue un peu de guitare en plus de la voix. Ethan joue de la guimbarde, me semble-t-il, en plus de la guitare. Et met du glockenspiel. Plus sérieusement, on commence généralement par la piste de batterie. Et la piste de batterie se fait ou avec clic ou sans clic. Il y a eu pas mal de morceaux enregistrés sans clic, donc à l'ancienne, vraiment. Lorsqu'on faisait des morceaux sans clic, forcément, il fallait qu'un autre musicien accompagne la batterie pour donner le feeling du morceau, pour que l'un et l'autre se donnent le feeling du morceau. Donc on le faisait avec généralement une guitare, la moins bruyante possible, de manière à conserver le son de la batterie à part, parce qu'on refaisait la guitare en overdub derrière. C'est vrai que d'un point de vue de propreté pure et de build-up, peut-être que si tu commences sur le cadre, tu vois, d'une c'est plus propre parce que c'est d'une précision diabolique, ouais. Et de deux peut-être tu peux le faire monter alors que tu es passé sur la règle plus tard. Je sais pas ça. Bah, en vrai, écoute, tu sais pas ce que t'as fait sur la démo, mais moi je trouve que ça rend super bien sur la maquette. Mais il y a la rail. Du coup, j'ai bien la question. Du coup, il vient de se contredire lui-même. Voilà, exactement. Le sujet non, mais en fait, c'est juste que moi, Jérémy 1, Jérémy 0. Pour la batterie, je dirais que très souvent c'était une prise entière, avec parfois des punchs sur certaines parties, mais c'était assez rare. Notre but, c'était, généralement ça prenait entre 1 et 2 heures, d'abord de répéter le morceau plusieurs fois, la batterie, sans enregistrer. En tout cas sans lui dire qu'on enregistrait. Et ensuite de le jouer jusqu'à ce qu'on ait une prise exploitable. Il est très rare que l'on ait fait la basse juste après, on attaquait plutôt généralement les guitares. Les guitares se faisaient avec Ethan qui souvent savait exactement ce qu'il allait faire. Ethan arrivait toujours avec sa vision du truc, il savait quoi. On a travaillé parfois sur les sons, un peu, parce que ça n'avait pas été travaillé en amont. Mais ça n'a jamais pris trop de temps et il n'y a jamais eu trop de prises à refaire. Les guitares, c'était généralement tranquille. On a fait les voix après, voix et ou chœur. Ok, donc ça, il n'y a pas besoin d'English, c'est déjà Englishé ça. Oui, je pense que ça, on peut le garder. Ouais. Les voix, ça prend toujours un peu plus de temps parce que là, il faut vraiment que ce soit absolument irréprochable. Non seulement dans la justesse, dans la technique, mais aussi dans l'intention. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres instruments. Il y a peut-être moins de nuances dans une guitare ou dans une basse que ce qu'il peut y en avoir dans une voix. Et donc la voix était toujours un moment un peu intense en termes de réalisation. Quand serai-je vainqueur de tous ces mots? Waouh! Tu sais, blablabla. Le problème qu'on a eu dans les toutes premières séances, c'est qu'on faisait la voix à la fin, il restait 20 minutes de session, donc un peu de pression. Et du coup, on a changé ça. On a mis les voix en se laissant du temps. Voilà. C'est-à-dire que quand on savait qu'on pouvait le faire en 20 minutes, on restait 2 heures. Et très souvent, les basses se sont faites à la fin. Certaines mauvaises langues disent que c'est parce que Nestor était toujours à la bourre. C'est-à-dire qu'il savait pas ce qu'il allait jouer. Des fois, il connaissait pas le morceau. Mais c'est pas vrai, en fait. Donc, respect à Nestor. Donc quand on est un groupe de rock, on a des sonorités qui sonnent rock, quoi. On a une guitare, on a une batterie, on a une basse. Nous, on a essayé en fait de trouver un peu des sonorités qui étaient un peu nouvelles, qui changeaient un peu de l'ordinaire. Et en particulier dans Noir de Lune, on a utilisé un synthé. Au début, on a des harmonies un peu étonnantes. Ça sonne un peu celtique. On harmonise à la carte.
Je pense que cette recherche un peu de sonorité, je trouve que elle a un peu guidé notre groupe vers une évolution un peu plus sophistiquée que ce qu'on avait au début. Et par exemple, dans la fin de Murmure, par exemple, on a tout un passage d'orchestration qui est énorme et qui en fait vient enrichir énormément tout ce qu'on avait fait avant, quoi. On a utilisé des cuivres, on a utilisé des tambours, on a mis des bruitages et je pense que c'est vers ça qu'on veut aller, quoi. Un des moments les plus créatifs dans la composition, ça a été par exemple la fin des Couleurs de l'Abîme, le premier titre de l'album, où on a donc ces dizaines de voix qui arrivent, qui font un peu un effet choral ou église. On a vraiment essayé de travailler sur l'harmonie ici. Mais non, mais je l'ai en fait. À chaque fois que j'enregistre, ça marche pas. Donc on a commencé par gratter des accords à la guitare pour avoir une base sur laquelle s'appuyer. Et puis ensuite, on a vraiment laissé place à notre imagination. C'est-à-dire qu'on a mis des voix, on a harmonisé. Il y a des harmonies qui étaient assez évidentes, des harmonies à la tierce, à la quinte. Et puis des fois, on est allé chercher des harmonies un peu plus bizarroïdes. Bon, le style du groupe a beaucoup évolué à travers le temps, le style des compositions et les morceaux également. Ce qui fait qu'on se retrouve à la fin de 3 ans d'enregistrement avec 12 morceaux dont les styles et les intentions sont vraiment différents. C'est pas mal, Mich. Et le sujet, c'était comment aborder le mixage et le mastering pour que tout ça soit cohérent et qu'on n'ait pas à la fin 12 singles, mais bien un album. Il a fallu trouver un son Blue Little Penny. Et ça, c'est un choix. Il y a le son que le groupe a, qu'on retrouve quand ils sont sur scène, et puis il y a le son que l'on peut donner, ce sur quoi on peut appuyer un peu sur l'enregistrement, et donc sur le mixage. Et ma manière d'aborder ça, ça a toujours été de mettre en avant les musiciens, ils sont que 3, mais ils font du bruit. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que lorsqu'il y ait une guitare, une basse et la batterie, déjà, ça sonne comme quelque chose de cohérent et de relativement puissant. Le chant venant en plus. Ma manière de faire ça, ça a été d'utiliser un peu de compression, ça a été d'utiliser de la spatialisation, notamment avec les guitares, comme on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire avec la guitare panée d'un côté et par exemple sa reverb mono panée de l'autre côté. Je vous renvoie à l'intro de nos cultures. Et de faire en sorte que tout ça, sans être massif, soit puissant. Je procède par touche de compression sur les différents instruments, puis par compression sur le mix, puis par compression sur le mastering. Mais forcément, tu comprends bien que si tu fais 3 étages de compression, tu peux pas compresser de dingue à chaque fois. Sinon, au bout d'un moment, tu te retrouves avec plus rien. Donc ma manière de rendre tout ça cohérent, ça a été d'avoir toujours la même base batterie, basse, guitare. Et que cette base soit forte, puissante, pour qu'ensuite on puisse venir rajouter, s'il y a d'autres instruments, et il y a des morceaux où il y en a beaucoup, des violons, des pianos, de l'accordéon, au moment où ces instruments rentrent dans le mix, ils viennent en plus, ils viennent pas déséquilibrer ce noyau dur de batterie, basse et guitare, la voix elle continue à planer au-dessus, qu'il y ait 1 voix, 2 voix, 3 voix, 6 voix ou 87 voix. Quand on a des influences, c'est très compliqué de pas tomber dans la musique que je vais composer, c'est la même chose que ce que j'écoute en moins bien, puisque je suis pas aussi fort que les artistes que j'écoute. Donc c'est difficile de pas tomber là-dedans. Alors la solution, elle peut être dans le fait de dire qu'on a des multiples influences et qu'on va essayer de s'appuyer là-dessus et ensuite de créer une œuvre qui soit le fruit un peu de ces multiples influences. Vu que nous on joue principalement guitare, batterie, basse, chant, on a fait appel à des instrumentistes extérieurs qui ont très bien joué. Sur Noir de Lune par exemple, on a un passage de flûte, sur Des Faux Infaillibles pareil, et sur Sans Façon on a une très belle ligne de saxo qui a été magistralement exécutée.
Sans façon aussi, c'est un aboutissement d'influences qui sont multiples, où on a quand même un son qui va rester assez rock, aussi dans la façon dont ça a été mixé, mais avec des influences très jazz. Typiquement, on a un moment où tout s'arrête et on n'a plus de tempo, on n'a plus de rythme. Après avoir passé une semaine à composer, donc c'est-à-dire en rentrant du travail, composer tous les soirs, ça peut être pas mal d'arrêter de faire de la musique et de se détendre le week-end. Donc pour ça, rien de mieux que d'aller dans le quartier de musique de Paris, à Pigalle. Voilà, donc on se trouve actuellement à Pigalle. Apparemment, ce serait dans cette poubelle que John Lennon aurait jeté sa première cigarette en 1975. C'est ce qu'on appelle le temple de la batterie. Apparemment, ces mecs-là font partie d'un groupe qu'on appelle les Blue Little Penny dans le milieu, très connus pour leur style avant-gardiste et leur post-contemporain. Et ce mec travaille actuellement pour Uber Eats. Ah oui, Donc on a eu des gros plantages aussi sur scène, ça arrive, même au meilleur. Le FUS 2022 par exemple, au milieu du concert, donc on joue la non-culture sur lequel il y a le fameux solo de batterie. Le solo de batterie avec 8 breaks, les 2 premiers se passent super bien, et puis vient le 3e break où je perds ma baguette. Autant dire que pour faire une fin de solo avec une baguette c'est compliqué. Donc j'ai commencé par faire les 2 breaks suivants avec une seule baguette. C'est-à-dire que quand tout le monde te regarde, parce que c'est ton moment quand t'es batteur, c'est ton moment quoi, genre le reste du temps les gens c'est pas toi qui regarde, c'est le chanteur. Donc en fait j'ai vu qu'il y avait une baguette de tambour avec donc c'est des grosses baguettes. J'ai vu qu'elle était posée à côté de moi et donc j'ai pris le premier truc qui me venait sous la main et j'ai fini le solo de la non-culture avec une baguette de batterie et une baguette de tambour. Et puis avec le temps ça a été de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on a pris de plus en plus confiance en nous et puis on a appris à jouer ensemble et ça c'est hyper important, c'est-à-dire que on peut se concentrer davantage sur notre performance quand on sait que derrière les autres suivent. On joue pas que pour soi, on joue aussi pour les autres et avec les autres et pour les autres. Finalement, quand le moment où tu joues sur scène, c'est incroyable parce que t'as cette communion avec les autres musiciens et à la fin, ça marche. Tu fais souvent de la musique pour d'autres gens en fait. Tu vas la faire pour toi parce que ça te fait plaisir. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui se crée entre ce que tu fais et les gens qui t'écoutent, tu sens que t'as réussi ton job. Si à la fin tu descends de scène et que les gens te félicitent et que les gens, tu vois qu'ils sont contents, qu'ils sont passés un bon moment, là ça y est, t'as réussi ta mission. Les choses qui m'ont vraiment marqué, le solo de batterie d'Aimé sur la non-culture, la guitare d'Ethan la première fois qu'il a joué sur le premier morceau, Vole ce monde, parce que je ne savais pas ce que ça allait donner, et dès qu'il a commencé à jouer, j'ai fait « Wouh !» La formidable capacité à comprendre l'harmonie et à sublimer les parts de basse de Nestor. Ouf, ça frotte, hein. Non, on va faire ça. Parce que Nestor, bon, il y a des bassistes, ils jouent. Mais c'est des bons bassistes. Il y a des bassistes, ils jouent, mais c'est des mauvais bassistes. Lui, c'est un très bon bassiste. Parce qu'au-delà de jouer la rythmique, au-delà de jouer, on va dire, la fondation de la musique, ce qui est drôle de la basse, il a une connaissance harmonique et un sens de l'aventure musicale qui enrichit énormément les compositions. Sur le dernier accord qui est super. diminué. Ouais. Tu veux l'enregistrer? Ouais, on va essayer. On va voir ce qu'ils en pensent. Ouais. Ah non! Voilà, ça c'est jazz. Non. Même je laisse le sustain encore. Et puis une des meilleures surprises aussi, c'est Jérémy. Parce que Jérémy a énormément progressé entre le début des enregistrements, fin 2019, et la fin des enregistrements, 3 ans plus tard. Énormément progressé. Jérémy, ça a été par moments compliqué parce qu'un chanteur, ça se met en confiance. Ça doit se mettre en confiance et c'est le rôle du producteur / ingénieur du son. Et en même temps, il faut le diriger, au sens managérial du terme. Il faut le diriger, c'est-à-dire commencer par lui montrer la direction dans laquelle on va, et puis avoir le courage de lui dire « tu n'y es pas encore », et supporter son regard de chien battu quand on lui dit « tu n'y es pas encore », mais recommencer sans cesse. J'aimerais vous dire que je vais bien. Jérém. Quoi?
Il n'y a qu'un seul M à j'aimerais. C'est pas j'aimerais, c'est j'aimerais. Non, sérieusement. J'aimerais vous dire que je vais bien. Non, t'es pas non plus sans... Il fait bon vivre en pays accueillant. Connard. Mais c'est ce que je fais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? C'est très drôle. Qu'est-ce que je fais de mal? Ok. Non. Mais dis-moi, Il précisément. fait bon vivre en pays accueillant. Depuis tout à l'heure, en fait, je sais même pas ce que je fais de différent d'une fois à l'autre. Maman, Je te fais chier. bon allez. Allez, tu t'arrêtes un peu. Arrête. Tu chantes normalement. Mais on va tomber sur un bon truc. Chante normalement. Putain, mais. Allez, chante normalement. C'est statistique. Il avait quelques défauts qui n'étaient pas rédhibitoires, mais qu'il fallait corriger. Notamment un petit côté enfant de cœur quand il chantait. Et le côté enfant de cœur, ça peut aller très très bien à l'église. On entend avec Dieu et avec notre esprit. C'est ça. Alors, vas-y, rentre-y dedans. Sur un groupe de rock, c'est un tout petit peu en décalage. Alors qu'il avait le truc en lui. Il l'a. La preuve, c'est sur le disque. Début 2022, on a essayé de sortir un peu du milieu étudiant. Donc on s'est dit, on va essayer de jouer un peu dans Paris. Il y a un bar qui s'appelle le Quartier Général. On a commencé à comprendre ce que c'était que le rock'n'roll en fait. Moi, j'ai absolument adoré le concert au QG parce que c'est un truc que je sais que maintenant on ne refera jamais. Et tout, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Ethan, mon guitariste. On va faire notre premier concert dans la rue à Paris. Et en général, les Instagrammeuses, elles se regardent dans leur écran. Elles regardent pas le capteur. Il s'est trouvé que bon, j'avais une partie de kazoo à la fin de la chanson qu'on appelait The Lake, qui maintenant s'appelle Le Cri des Sirènes. Le dit kazoo a malheureusement été oublié avant le concert. Pour ce que ce solo de kazoo, il était important quand même. Il fallait finir le morceau d'une manière ou d'une autre, donc il fallait que je le fasse. Donc j'ai pris à l'époque, voilà, c'était encore la période du Covid, on était un peu, voilà, il fallait faire attention, les mains et tout. Donc j'avais ce fameux gel hydroalcoolique, les petites bouteilles. Donc je coupe la bouteille de gel hydroalcoolique au pied et je fais un petit trou sur le côté. Et là j'ouvre et je mets avec de l'élastique un petit film plastique, tu vois. Et là j'ai soufflé dedans, ça a fait un son de kazoo. C'était horrible, hein, bien sûr. Mais ça a marché. Et c'est ça qu'on aime bien dans les concerts. Le studio est équipé de plusieurs instruments. On a un très vieux piano droit, l'un des premiers pianos droits fabriqués avec un cadre métallique. Il doit avoir une centaine d'années. On a ici 3 claviers, un SR10 de chez Ensoniq, un SY77 de chez Yamaha et un Motif XS8 dont on a le frère jumeau ici. Quelques guitares et basses. Une batterie sonorisée avec 10 micros. Une table de mixage. On a ici le rack analogique, le système d'amplification. Le cœur du studio, c'est bien entendu l'ordinateur. On utilise Reaper et les plugins UAD. Au milieu de tout ça, il y a donc l'ingénieur du son. Jusque-là, quel a été le morceau le plus difficile à mixer? Il m'en vient deux, pour 2 raisons très différentes. Un qui est évidemment difficile à mixer, c'est Elle te murmure, à cause du nombre d'éléments qu'il compose. Des éléments en termes de nombre de pistes, des éléments en termes de nombre de structures différentes dans le morceau, nombre de passages différents. Donc là c'est compliqué parce que le morceau est compliqué. Mais sinon, le morceau sur lequel j'ai eu le plus de difficultés, c'est le premier qu'on avait enregistré, Vol ce monde, vraisemblablement parce que c'était pas le mieux enregistré. Et la manière dont tu résous ces 2 problèmes qui sont très différents va être très différente. Mais quoi qu'il arrive, ça va être 317 heures de travail dessus. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à arriver au résultat d'un mix qui plaise avec un morceau sur lequel il y a 102 pistes. A contrario, il y a quelque chose d'extrêmement frustrant de ne jamais parvenir au mixage qui te plaît avec un morceau où il y en a 5 de pistes. Le moment de composition, moi, dont je me souviens, donc on était en train de composer ce qui deviendra plus tard le morceau Murmure. Je commence à chercher des trucs et je gratte quelque chose
en 6 notes, qui en fait, je compte pas trop dans ma tête, je sais pas si c'est du 4-4, je sais pas si c'est du 3, je sais pas si c'est du binaire, du ternaire. Et y a Aimé qui me regarde, tu fais mais frérot tu fais quoi, enfin c'est quoi ce truc? Et je fais mec j'en ai aucune idée, je serais incapable de taper du pied là-dessus. Il fait écoute en même temps ça sonne pas si mal, donc viens on l'enregistre, on a aucune idée de la signature rythmique de ce truc, on cherche, on compte, on a du mal, on finit par se dire ah ça doit être du 15-16, avant de se rendre compte qu'en fait non c'est même pas ça, c'est du 13-16. Par hasard on a composé du 13-16, sur la partie en 13-16 de Murmure, on va avoir 5 couches de guitare. Il y en a 2 qui vont s'harmoniser donc avec le riff en 6 notes. On va avoir une guitare un peu funky qui vient jouer dans les aigus et ensuite une guitare un peu plus grave avec du délai. Donc ça, le délai, on va peut-être pouvoir le rapprocher de ce que fait Johnny Greenwood dans Radiohead. Et ensuite la 5e couche, c'est les nappes avec de la fuzz et un délai très très long. Il y a une sorte de swell et ça c'est typique de l'esthétique de Radiohead que j'apprécie. Désolé, je sais ce qui me dérange aussi, c'est qu'il y a le clic et Tu préférerais sans le clic? Ouais, okay. Juste pour cette partie-là, parce qu'il est pas en 13 et du coup il m'embrouille la tête. Tu veux dire qu'on l'a pas mis en 13 le clic? Est-ce que j'arrivais à saisir l'intention des morceaux? Oui, pas forcément tout de suite. En revanche, le dialogue avec le groupe a toujours été très ouvert, très poussé, parce que ce sont des gens qui connaissent la musique. Donc on peut aller loin, on peut se parler de choses, on parle le même langage. Je me suis jamais trouvé, même lorsqu'il s'agissait de juger les mixages, je me suis jamais trouvé face à un groupe qui me disait « Non, on voudrait que ça sonne plus organique » ou « Je voudrais que ce soit plus orange ». Non, parce que ça, c'est juste pas possible. Parfait. Est-ce que c'est pas un peu faible en volume? Non, au contraire. Parce que j'aimais bien qu'à ce moment-là ça redescende. Ah, c'était ouais. Donc ce que j'entendais, c'était ça, c'est peut-être un peu fort. Là, on aimerait que les choses soient plus diffuses. Là, des trucs concrets. Et dans l'intention du morceau, c'était pareil. Quand il m'expliquait quelque chose, c'était pas on voudrait le voyage au travers de l'éther, de l'air. Non, on voudrait du Space Echo, s'il te plaît. Ouais. Donc dans l'histoire de cet album et dans l'histoire du groupe en général, il y a une phase qui a été un petit peu plus compliquée pour moi en tout cas, puisque je suis rentré 1 an à Lyon. Pour composer à distance, ça a été assez compliqué. Il y a eu quelques fois des petites tensions qui sont assez vite résolues, mais j'avais du mal moi à me sentir investi dans un groupe qui était du coup basé à Paris. Donc ça a été un petit peu chaud. Il y a eu quelques doutes à cette période-là, et c'est là aussi je pense qu'on a démontré aussi de notre esprit de groupe, puisqu'on a réussi à surmonter ça, qu'on a réussi à finir cet album coûte que coûte, qu'on a réussi à faire des trucs très très chouettes, même à distance. Donc les meilleures compositions, c'est celles où on arrive vraiment à avoir un dialogue entre les instruments. À force de composer, on est rentré un peu dans une habitude où on se met sur l'ordi, on va mettre une ligne, voilà, une première idée qu'on a eue, une guitare, une batterie, ensuite une deuxième ligne, et puis on va se retrouver avec un sandwich de 4-5 instruments, une voix par-dessus. Comme je dis souvent, en fait, un morceau, c'est pas un sandwich. Un morceau, c'est une ratatouille. Et ça, c'est ma conception d'un morceau réussi. Vous pouvez foirer des ratatouilles. Vous faites trop cuire, donc c'est trop long. Vous mettez trop de sel, donc il y a trop de choses. Et ça, c'est pas bon. Mais une ratatouille réussie, c'est quand il y a un peu de tomate, quand il y a un peu de basilic, un peu d'ail. Et là, ça vous fait un morceau grandiose. C'est ça qu'on cherche. Et finalement, les meilleures idées, c'est le moment où on a pris souvent à plusieurs nos instruments, on a joué en live quelque chose, on a vraiment eu un dialogue entre voilà, une basse, une guitare, une batterie. Moi, je voyais bien une descente en fait là-dessus, genre un truc. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est bien ça. On commence pareil. On va pas faire des lignes qui se superposent les unes des autres. Tu peux composer en escalier, mais ça c'est une manière un peu classique. Ce qu'il faut, c'est que les musiciens s'entendent. Et ce qu'il faut, c'est que les musiciens comprennent ce que veulent dire les autres musiciens. Voilà, là c'est typiquement comment on compose. 3, 4. Il y a un style Blue Little Penny, c'est un style qui est vaste, c'est-à-dire que le champ d'action de ce groupe est vaste. Après le style est le même, et ça s'entend quand on écoute les morceaux. Voilà, et moi je la répéterai ça là, tu vois. C'est comme ça, tu vois.
Les morceaux sont différents les uns des autres, mais il y a un style. Leurs influences, on peut entendre beaucoup de choses. On peut entendre des groupes pop années 60-70. Avant le groupe, ce que j'écoutais le plus, c'est souvent les bandes originales de films. Bah, c'est facile pour moi de citer mes influences. Donc ça va être évidemment les Beatles. Queen m'a beaucoup marqué. Mon groupe absolu de tous les temps, c'est clairement Radiohead. Pour moi, c'est récemment pas mal de jazz, de nouveau jazz. J'ai beaucoup écouté les Snarky Puppy. Domi et J.D. Beck, par exemple, c'est une influence, moi, à la batterie, qu'on peut retrouver surtout sur la fin de l'album. Hein. Alors au quotidien, moi j'écoute vraiment beaucoup de choses différentes. Ça va du classique au jazz en passant par la techno et du métal. Mes groupes préférés, je dirais qu'il y a du Snarky Puppy, Magma, Aphex Twin, Clowncore. C'est le batteur Louis Cole et son ami Sam Gendel, je crois, au saxophone. Et ce que j'ai écouté surtout en musique vraiment de variété, c'était plus du blues, plus de la chanson française, rock classique des années 60, 70, etc. Pink Floyd dans mon cœur et Supertramp, évidemment. Je crois que leurs influences sont multiples. Elles sont différentes aussi pour chacun des quatre. Et c'est certainement ce qui fait la richesse de leur background et du résultat qu'ils sont capables de produire. Dans le paysage de la musique actuelle, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, on fonctionne beaucoup par genre. Et quelqu'un qui fait un genre, il fait ce genre-là. Il sort pas de sa petite... Bon, les Blue Little Penny, ils rentrent pas dans ce genre de schéma, du tout. Parce que rien que sur un album de 12 titres, ils vont te faire 12 genres différents. Mais en même temps, est-ce que finalement, c'est pas ça qui aurait sa place ? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux que d'écouter 12 fois la même chanson, du même genre, par le même artiste ? Donc, au final, faire des choses qui, tout en restant cohérentes, explorent des mondes différents, ça peut peut-être rendre l'expérience de l'auditeur plus intéressante. Donc on a eu finalement dans nos 4 ans de groupe 1 an de reprise, 2 ans de composition et puis ensuite 1 an de composition intensive et d'enregistrement. Donc cet album c'est quand même le fruit de 3 ans de travail. Le fait de jouer de la musique en groupe, je trouve ça incroyable, puisque c'est un partage avec d'autres musiciens. C'est cette notion de partage, moi, que je trouve incroyable dans la musique. Et finalement, quand je me retrouve à jouer de la musique pour moi tout seul, j'ai pas cette même envie de travailler, envie de découvrir de nouvelles choses. Et depuis que je joue en groupe, j'ai jamais eu le sentiment d'autant progresser.